Bonjour à tous. Pour ceux qui viennent de la première table ronde, je vous remercie aussi d'assister à cette seconde. Pour ceux qui arrivent de nouveau, eh bien, Voix Publique est contente de vous présenter son 24e festival sur le thème de l'eau. Et on va remercier Mendes France encore une fois, et Madame Christine Guiton et Marianne Hall, qui nous ont gentiment hébergés et qui nous ont fait confiance sur la qualité scientifique. Et elle n'avait pas beaucoup de crainte parce que nos intervenants sont évidemment de bon niveau. Et en plus, on a la chance qu'ils se connaissent à peu près tous et qu'ils étaient même dans la même réunion cet après-midi. On a évoqué au début d'année de se lancer sur une inondation. C'était après les événements catastrophiques et dramatiques de Valence. La France a aussi connu de nombreuses inondations depuis quelques années, dont les coûts deviennent de plus en plus faramineux. Et il nous a semblé important de donner la parole à tous les gens qui, dans le bassin versant, travaillent pour faire la prévention de ces inondations et puis nous proposer des solutions et des informations pour le public. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Je vais passer la parole à Bernard Legube, notre animateur, et il va donner tout de suite la parole à ses intervenants après une petite introduction. Merci à vous. Là, Thierry, je pense que Thierry veut dire tu parles pas trop longtemps. Non. Bonjour, bonsoir à tout le monde et rebonsoir à ceux qui étaient là tout à l'heure au débat sur la réutilisation des eaux usées. Donc, je vais refaire une petite introduction un petit peu plus courte que tout à l'heure. Tout à l'heure, je faisais référence au plus 1,5 degré qui avait été affiché comme limite à ne pas dépasser par la COP21 lors de l'accord de Paris. Je parle là de réchauffement global planétaire, c'est-à-dire par rapport à la référence 1850-1900, qui est toujours la référence qui est prise en compte par le GIEC, la période pré-industrielle. Et je disais que tout compte fait, même si dans la dernière décennie sur laquelle on a pu faire des mesures moyennées, c'est-à-dire de 2010 à 2019, on n'était qu'à 1,1 degré de réchauffement climatique en plus. Maintenant, alors on n'est pas en 2029, donc on ne peut pas faire une moyenne sur 10 ans, mais sur les 5 premières années de cette décennie, on est à plus 1,5. C'est-à-dire qu'on a déjà atteint la limite que se fixait la COP21. Et plus 1,5 degré au niveau mondial, ça veut dire presque plus 3 degrés en France, puisqu'il y a toujours un plus 1, voire plus 1,2 au niveau de la France par rapport au niveau global. Et donc, ça va forcément modifier les précipitations. C'est là que je voulais en venir. Donc, modification des précipitations, ça veut dire des périodes qui seront beaucoup plus sèches, et ça veut dire des périodes où l'intensité pluviométrique sera beaucoup plus importante, puisque nos climatologues, je ne parle pas des météorologues, je parle des climatologues, prévoient une certaine stabilité des précipitations dans les 20 ans ou 30 ans qui viennent. C'est un peu raccourci ce que je vous dis, parce que ça dépend évidemment des zones de la métropole. Mais donc s'il y a une stabilité en cumul annuel, ça veut dire qu'il y aura des périodes beaucoup plus intenses et beaucoup plus sèches. Donc il y aura une irrégularité qu'on n'est pas tout à fait capable de mesurer, enfin d'évaluer, de projeter aujourd'hui. Donc on va parler des inondations, qui ont évidemment trait aux précipitations importantes. Et pour ce débat, chacun des participants à table ronde se présentera au moment où je lui donnerai la parole. On va parler du pourquoi. D'abord, ce que c'est qu'un bassin versant, parce qu'il faut parler d'un bassin versant d'abord. Est-ce qu'il y a plus de précipitations aujourd'hui qu'hier et de crues aujourd'hui qu'hier? Donc on reviendra peut-être un peu sur l'historique des crues. On parlera des risques et on parlera des moyens mis en œuvre pour se protéger, que ce soit à l'échelle du particulier, du riverain, ou à l'échelle plus importante, plus amont,
par des grands travaux, par exemple. Donc je vais commencer par... On va passer 1 heure à peu près avec nos invités, et ensuite on passera 1 heure avec vous. Je vais commencer à demander à Fabien Blaise, qui va se présenter, comment on peut définir un bassin versant. C'est important quand même de commencer par ça, et parce que c'est particulièrement dans le cœur du sujet, et notamment de parler du bassin de la Vienne, je suppose, qui va parler du bassin de la Vienne, et particulièrement s'il est historiquement impacté par des inondations importantes. Fabien, c'est à vous. Ok. Merci, Monsieur Le Gube. Merci à l'association Voie Publique de l'invitation, puisque donc moi je suis Fabien Blaise, je travaille à l'établissement public territorial du bassin de la Vienne, donc l'EPTB Vienne. C'est pas un établissement très connu du grand public, donc c'est bien, ce type d'organisation permet de mettre en lumière aussi notre établissement. Donc moi je suis responsable de l'antenne de Poitiers. La particularité de notre établissement, c'est de travailler à une échelle de bassin versant. Donc on va essayer de décrire ce que c'est le bassin versant. Vous avez ici une illustration du bassin versant de la Vienne, mais juste avant, préciser qui on est. L'EPTB Vienne, donc c'est comme son nom l'indique, un établissement public. C'est une collectivité territoriale où on a plusieurs strates de collectivités territoriales qui adhèrent à notre établissement, que ce soit des régions, des départements ou des intercommunalités. Et ce sont nos membres, et nos membres nous missionnent pour un certain nombre d'actions. Notamment, on est connu, mais ce n'est pas forcément le sujet, sur tout ce qui est détermination des volumes prélevables, et on travaille sur la rareté de la ressource en eau. Mais là, on est là pour parler des inondations, et on anime et on coordonne un programme d'action de prévention des inondations sur une partie du bassin de la Vienne, qui regroupe plusieurs porteurs de projets, dont Grand Poitiers, sur différents axes, que ce soit la connaissance, la culture du risque ou la réduction de la vulnérabilité, dont on pourra parler tout à l'heure. Mais effectivement, la thématique des inondations, la gestion de l'eau en France se fait par bassin versant, et c'est important de partager un langage commun, puisque quand on parle de solidarité amont-aval, la notion de bassin versant, elle est importante. Et dans le domaine des inondations, la solidarité amont-aval, elle se comprend tout à fait. Donc vous avez ici une représentation du bassin versant, qui est finalement un espace géographique où les eaux ruissellent et s'écoulent vers les points bas que sont les rivières. Donc vous avez l'ensemble du bassin de la Vienne, dont la surface est de 21 000 km². Vous avez en bas à gauche une petite vignette qui replace le bassin de la Vienne dans un plus grand bassin en marron qui s'appelle le bassin Loire-Bretagne, que tout à l'heure M. Reynard symbolisait à l'écran. Merci M. Reynard. Voilà. Et donc, finalement, c'est un peu l'histoire des poupées gigognes, les bassins versants. On peut découper plusieurs bassins versants au sein du bassin de la Vienne, et on a le bassin du Clin sur lequel on est. Donc le Clin qui coule à Poitiers, qui fait à peu près 3000 km² et qui se jette avant Châtellerault. Donc toutes les eaux qui tombent, toutes les précipitations qui tombent sur ce bassin... Merci, monsieur le directeur. Toutes les eaux qui tombent sur ce bassin versant rejoignent en fait les rivières ou les nappes phréatiques, voilà, sachant que les lignes de partage des eaux, ce sont les points hauts, et puis les points bas, ce sont les rivières. Voilà. Peut-être, Fabien, avant que je donne la parole à quelqu'un d'autre, au niveau historique des crues, est-ce qu'on peut dire un mot quand même? Oui, bien sûr. Alors, on a cette carte sous les yeux. Le bassin de la Vienne n'est pas épargné par la problématique des inondations. On le rappelait tout à l'heure, à Pâques, ça fait à peu près 1 an, Montmorillon a baigné suite à une inondation historique sur la Gartempe. Et ici, vous avez deux photographies. Alors, la première en haut, c'est le Clin qui a débordé en 1982. Donc, on reconnaît maintenant, c'est le palais de justice là, qui se situe dans le fond. On est sur le boulevard de Lattre de Tassigny. Ça marche plus. Si, ça marche. Monsieur Reynard qui joue avec la télécommande. C'est 1982, c'est donc ce qu'on appelle la crue centenale pour le Clin.
La crue centenale, Expliquez. effectivement, c'est pas la crue qui revient tous les 100 ans. C'est une règle statistique, c'est qu'elle a une chance sur 100 de se produire tous les ans. Alors une chance entre guillemets, puisque c'est pas forcément une chance d'être inondé, mais voilà, il y a un risque sur 100. On peut avoir de crues centennales en 10 ans. C'est possible. Exceptionnellement. C'est tout à fait possible. Donc pour le Clin, c'est 1982. Et puis pour la Vienne, là c'est une crue de 1994, donc de retour 20 ans, donc une chance sur 20 de se produire tous les ans. Mais la crue centenale sur la Vienne, c'est 1913, donc ça commence à remonter un petit peu. Ça pourrait arriver à nouveau. Oui, potentiellement. Et vous avez d'ailleurs sur la Vienne à Châtellerault, donc le pont Henri IV que tout le monde connaît, je pense, où il y a une échelle de crue, où on voit en fait toutes les marques au niveau du pont Henri IV des anciennes inondations passées. Et donc celle de 1913 est symbolisée sur le pont Henri IV. Voilà. D'accord. Donc, qui dit inondation dit risque, en fait. Et peut-être qu'on a besoin aussi, comme on a défini un bassin versant, merci Fabien de l'avoir fait, aussi brillamment et dans un temps imparti tout à fait respecté, on pourrait aussi parler de risque d'une manière un peu plus globale, et puis peut-être particulièrement sur les inondations. Donc, Monsieur Juillard. Je me présente. Pardon, j'ai mal prononcé votre nom. Allez-y, présentez-vous. Donc, je suis Jean-Hugues Juillard et je suis ingénieur hydraulicien. Je travaille depuis une trentaine d'années sur les problématiques de risque inondation et je travaille pour un gros groupe d'ingénierie qui s'appelle Aegis, qui est basé en France, enfin qui est un groupe français, mais en réalité qui travaille sur toute la planète, parce qu'on est 20 000 dans le groupe Aegis, c'est le plus grand groupe d'ingénierie français. Et donc moi, je suis spécialiste en gestion du risque inondation. Donc pendant très longtemps, j'ai accompagné les services de l'État pour réaliser des modèles hydrauliques pour définir l'aléa inondation. Donc, je ne sais pas si on peut mettre la diapo. Parce que je voulais faire un focus un peu sur la définition du risque inondation. C'est un croisement en fait entre un aléa qui est un fonctionnement naturel d'un cours d'eau. Ouais. Ça doit être cette diapo là. On a des problèmes techniques. Ouais, non, c'est bon. Je donne la parole à M. Reynard, mais pas cette fois-ci. Il me paraissait intéressant de faire un petit focus sur la définition du risque, parce qu'il y a une vraie modification de agrandir la diapo, si c'est possible. Voilà, grossir. Mais voilà. Donc on voit le risque, c'est la petite figure qui est centrale, c'est le croisement entre l'aléa, donc c'est-à-dire le débordement naturel d'une rivière. Toutes les rivières se débordent naturellement et leur débordement est très bénéfique. Les grandes civilisations antiques se sont développées, comme la Mésopotamie et l'Égypte antique autour des crues du Nil. Grâce aux crues du Nil, les limons ont fertilisé la vallée du Nil et c'est comme ça que se sont développées les civilisations égyptiennes. Donc ces crues-là, elles étaient bénéfiques tant qu'on savait vivre avec elles. Et le problème qui s'est passé, et en particulier ça s'est accéléré ces 100 dernières années, c'est qu'on a eu tendance à créer de la vulnérabilité dans les zones inondables. Donc on a créé des habitations, on a créé des infrastructures de transport en zone inondable depuis la révolution industrielle. En gros, on a eu un développement énorme de l'espace urbain. L'espace urbain s'est développé dans la zone littorale et au bord des rivières. Et on a donc créé une vulnérabilité nouvelle. Et moi, quand j'ai commencé en tant que jeune ingénieur, la philosophie de l'ingénieur hydraulicien, c'était de dompter l'aléa inondation. On pensait que l'homme était en capacité de pouvoir protéger les zones urbaines contre l'aléa naturel, inondation. Et donc, on a créé tout un tas de grosses infrastructures structurantes, comme des digues. On a chenalisé les rivières, comme par exemple la Seine à Paris, c'est une rivière totalement chenalisée. Des digues, il y en a dans toutes les collectivités, enfin dans beaucoup de communes, je veux dire. Les grandes villes comme Bordeaux sont protégées en partie par des digues.
En fait, on s'est aperçu qu'en créant toutes ces infrastructures-là, eh bien, en effet, on se protégeait provisoirement contre le risque d'inondation. Mais il y avait deux phénomènes qu'on n'avait pas perçus comme moi, je suis sorti de l'école d'ingénieur. C'est que d'abord, tous ces ouvrages-là ne sont pas pérennes, ils ne sont pas éternels. Ils finissent toujours par être détruits. Il faut savoir que la durée de vie d'une digue, c'est à peu près 30 ans, 40 ans, donc c'est pas si long que ça. C'est à peu près pareil pour un barrage, d'ailleurs. Donc finalement, on est obligé de les entretenir en permanence, de maintenir leur fonctionnalité en permanence, donc ça coûte très cher aux collectivités. Et le deuxième effet pervers de ces constructions-là, c'est la perte de la culture du risque. C'est-à-dire qu'on a cru qu'on était protégé contre le risque, contre l'aléa inondation, et on ne sait même plus qu'on est en zone inondable parfois. Et là, j'ai montré le petit exemple de la carte de Valence. Typiquement, ce qui s'est passé à Valence, c'est que dans les années 60, on a créé une dérivation de la rivière principale qui traverse le centre-ville historique de Valence. Et ça a été réalisé sous Franco. Et en fait, c'est ce schéma-là. Oui, en fait. allez-y, vous pouvez déplacer. Je vais vous montrer. C'est des contracts ici. Ça, c'est un exemple. Donc, c'est la rivière Turia qui traverse Valence historiquement, le centre-ville de Valence en Espagne et ici. Et dans les années 60, on a voulu protéger le centre-ville contre les crues de la rivière qui débordait assez régulièrement et qui faisait à chaque fois quelques morts quand elle débordait et surtout des dégâts matériels, mais il y avait très peu de victimes. Et on a pensé dans les années 60 créer un énorme chenal de dérivation de la rivière qui coûterait aujourd'hui des milliards à réaliser, qu'on ne serait plus même capable de réaliser financièrement, ça coûterait trop cher. Et on a cru pouvoir dompter la rivière. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a construit dans toute cette zone-là en pensant qu'il n'y avait plus de risque d'inondation à Valence. Sauf que en septembre dernier, on a eu un coup d'eau qui est un peu supérieur à la capacité hydraulique du canal qui a été créé sous Franco. Enfin, un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Et tout a débordé et ça a balayé toutes les zones urbaines qui ont été construites dans le champ d'inondation naturelle de cette rivière-là, avec 200 ou 300 morts, je ne sais plus, mais vraiment des dégâts matériels gigantesques aussi. Et voilà. Donc c'est un exemple typique de ce qu'on a cru pouvoir contenir. Et voilà, ce que je voulais juste dire, c'est qu'aujourd'hui, cette stratégie-là d'aménagement de digues, de chenalisation de rivières, elle ne peut plus se faire en Europe, en tout cas. Alors ça continue dans certains pays, mais en Europe, il y a des encadrements réglementaires qui font que c'est pratiquement impossible de construire, de dériver une rivière. C'est très compliqué de construire une digue. Il faut une justification très, très, très importante. Mais ça n'empêche qu'on hérite de ce patrimoine-là. Maintenant, il va falloir faire avec. Et donc, la stratégie aujourd'hui, ça va être plutôt de réduire la vulnérabilité. Donc, c'est pour ça, la deuxième notion, c'est les enjeux qu'on a dans cette zone inondable-là. Voir comment on va faire pour que progressivement, on essaye de réduire les enjeux en zone inondable. Donc, on n'essaye plus de modifier le cours de la rivière. On essaye de réduire les enjeux. Et pour ça, il y a tout un tas de stratégies. Ça passe par l'alerte de crue la plus efficace possible pour pouvoir prévenir les gens avant que le débordement arrive, jusqu'à l'aménagement local des habitations, etc. Ok, donc, si je comprends bien, il y a un double risque, en fait. Déjà, on a un risque d'augmentation de la périodicité des inondations à cause du changement climatique. Et puis, il y a le risque qui est autre, qui est dans l'éducation, qui est psychologique peut-être, qui fait qu'on se croit un peu plus protégé qu'on l'était par le passé. Donc, avant de voir, évidemment, les solutions qu'on peut apporter à ça, je voudrais demander à M. Karim Lapp, sur notre Grand Poitiers, puisque vous êtes du Grand Poitiers, combien de personnes sont, c'est peut-être un peu trop raccourci comme question, combien de personnes sont concernées par ce risque d'inondation ? Bonsoir, donc je suis Karim Lapp, je suis chef de mission prévention, gestion de crise et résilience à Grand Poitiers et à la ville de Poitiers, qui sont deux administrations mutualisées. Et donc notre travail, c'est de préparer nos deux collectivités et la population concernée à la culture du risque et la réduction de la vulnérabilité. Je reviendrai sur ce que ça peut vouloir dire. Et malheureusement, se préparer aussi
aux situations de crise. Puisque une fois qu'on a essayé de réduire la vulnérabilité, le jour où l'inondation se produit, eh bien, elle va générer un certain nombre de mises en danger. Parce qu'il faut là aussi faire attention au vocabulaire qu'on utilise. C'est-à-dire que le risque, c'est une façon un petit peu de s'affranchir de finalement ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire c'est échapper à des dangers, c'est-à-dire des situations qui nous mettent en péril. Donc, sur le territoire de Grand Poitiers, qui représente à peu près la moitié de la population du département de la Vienne, un peu moins de 200 000 personnes, la partie qui est proprement en zone inondable, alors c'est assez difficile de répondre à la question de combien de personnes exactement, parce que ça dépend de ce qu'on prend en considération. Si on prend en considération juste les gens qui ont les pieds dans l'eau, ou si on prend en considération l'ensemble des impacts que peut avoir l'inondation au moment où elle se produit. Donc si on est sur... oui, je parlais plutôt de l'ensemble des personnes qui ont le pied dans l'eau, quoi. Voilà. Si on prend en compte vraiment la question de l'aléa moyen qui va impacter, on va être sur à peu près, alors c'est une estimation de 1950 bâtis d'habitation. Donc c'est bâtis individuels et collectifs. Donc, voilà, donc on va être entre 6 000 et 10 000 personnes. Et puis il y a 1300 entreprises, parce qu'on souvent on oublie que voilà, en zone inondable il y a aussi des activités économiques, et que ces activités économiques, au-delà du fait qu'elles, si elles sont impactées, vont générer des difficultés, il y a aussi beaucoup de gens qui viennent travailler dans ces zones-là. Et donc au moment où ils travaillent, s'il y a une inondation, ils sont potentiellement voilà, aussi impactés directement par ces enjeux-là. Donc on l'a vu, effectivement, la question des inondations est un risque qui est peut-être un peu différent de certains autres risques. C'est que quand on a affaire à un risque, donc vous l'aurez compris, mon prédécesseur vous a montré que le risque, c'est la connaissance du passé. Hein, c'est une approche assez rationnelle, c'est un calcul, en fait. On va avoir des aléas, des événements, on va regarder leur fréquence, on va objectiver les enjeux, donc la réponse à votre question, combien de personnes, combien d'entreprises, combien de bâtiments, etc. Et qu'on va croiser avec une capacité de réponse à l'aléa. Donc si on a la vulnérabilité, donc c'est ça, c'est le résultat aussi de cette analyse, donc elle va être différente suivant les territoires dans lesquels on va se trouver. Hein, autant l'aléa, l'aléa, c'est l'aléa, voilà, il est objectivable, mesurable, etc. Le niveau de vulnérabilité et du coup le niveau de risque aussi qui est généré par ces aléas va être différent suivant la culture du risque, suivant la manière dont on s'est préparé à répondre aux événements. Et puis, si on a fait de la prévention pour chercher à réduire la vulnérabilité. On va y venir aussi après, la prévention, oui. Non, mais allez-y. Et donc, aujourd'hui, ça veut dire quoi, très concrètement ? Par exemple, si je prends la question des bâtiments d'habitation, on peut, de façon assez simple, on va dire, réduire la vulnérabilité de ces habitats en limitant l'impact de l'inondation. C'est-à-dire que l'eau va monter et il y a tout un tas de dispositifs qui permettent de limiter la montée de cette eau et donc de provoquer des dégâts à l'intérieur du bâtiment. Donc on va pouvoir, comme ça, avec des travaux relativement simples, des patards d'eau, la modification des installations électriques, le fait de ne pas mettre un certain nombre de dispositifs de l'habitat au rez-de-chaussée, va permettre de limiter en fait les dégâts que va provoquer une inondation. Hein, sachant que même si on va se dire sur notre territoire, il y a la probabilité d'avoir un événement type Valence est quand même extrêmement faible. Parce qu'on n'est pas sur le voilà. Territoire identique. Oui. Voilà, on a quand même des paramètres qui sont assez différents. Les conséquences d'une inondation type 1982, puisque sur le Clin, c'est la dernière inondation. On était à quelle hauteur en 1982 5,60. 5,60 m. Par rapport à quoi d'ailleurs 5,60 m. Échelle au Pont-Neuf. Ouais. Allez-y. Voilà. Je coupais, mais c'était pour. Voilà. Voilà, et donc du coup, ça a des conséquences extrêmement importantes. C'est-à-dire qu'il y a évidemment la mise en danger des personnes pendant l'événement, mais il y a aussi après toutes les conséquences de l'inondation. Et là, ça peut être colossal. C'est-à-dire que là, on parle de plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros sur des territoires comme Poitiers. Là, j'ai un chiffre en tête parce que je l'ai présenté tout à l'heure à des collègues. Sur Chauvigny,
on estime que... Si ça m'intéresse particulièrement. Je savais que ça vous plairait. Sur Chevigny, le coût d'une inondation, c'est de l'ordre de 10 millions d'euros. Hein, et ça, c'est vraiment les coûts directs, c'est-à-dire que ça ne tient pas compte de toutes les conséquences sur la perturbation des chaînes logistiques, sur les retards qu'on peut prendre. Voilà. Ça, c'est vraiment la conséquence directe de l'inondation. Donc on voit qu'il y a des enjeux quand même extrêmement importants, d'où l'importance de réduire la vulnérabilité pour être en capacité derrière de revenir à un état de fonctionnement le plus satisfaisant possible après l'inondation. Et Fabien veut ajouter quelque chose. Oui, je voulais ajouter quelque chose, puisque effectivement, après, c'est très cadré, en fait, la démarche de gestion du risque inondation, y compris à l'échelle nationale. En fait, il y a 3 piliers. Il y en a un, c'est la sécurité des populations, c'est le premier point. Hein. Il y a ensuite la réduction, déjà la stabilisation du coût des dommages et leur réduction à moyen terme. D'accord. Et après, il y a comment retrouver une situation normale le plus rapidement possible, donc après la crise, c'est-à-dire comment une collectivité se redresse, comment elle repart économiquement après la crise. Et tout à l'heure, Karim l'a présenté à l'instant. Quand tu parlais des millions... Voilà, justement, je voulais rebondir là-dessus, puisqu'on a travaillé avec le CEREMA, en fait, sur donc un établissement public d'État qui travaille sur ces sujets-là au niveau national. On a mis en place un observatoire de la vulnérabilité à l'échelle du territoire, qui est en accès libre d'ailleurs sur Internet, qui permet d'identifier des indicateurs agrégés à la commune et sur les coûts des dommages, effectivement. Alors, tu présentais sur Chevigny, sur Poitiers, une crue centenale, c'est 65 millions d'euros de dégâts, en fait, sur les habitations. Sur les entreprises, c'est, je crois, une dizaine de millions d'euros, mais sans compter tous les effets dominos derrière que peuvent engendrer les impacts d'une crue sur le fonctionnement de l'activité économique. Oui, bien sûr, bien sûr. Tout à l'heure, on parlait également... Je m'étends un petit peu, mais on parlait tout à l'heure, cet après-midi, là, donc de la gestion des déchets aussi. C'est aussi un sujet qui est prégnant, qui est... oui, bien sûr. OK. Oui, vous n'aviez pas fini. Oui, juste un autre élément. Donc là, je veux dire, le risque, c'est la connaissance du passé. Donc on a des données, on a une expérience, finalement, du risque, même si on l'oublie. À la fois par les choix stratégiques de réponse, mais aussi parce que, heureusement, nous sommes faits pour oublier, c'est ce qui nous permet de passer des traumatismes. Donc on finit par oublier. Et en plus, Monsieur Le Gueux, vous l'avez dit en introduction, on a non seulement à gérer la connaissance du passé, mais il faut qu'on se projette dans l'avenir. Et là, du coup, c'est plus le même exercice. Parce que le risque, c'est la connaissance du passé, on calcule, on peut définir un niveau de risque. Là, le changement climatique... Le changement global, je dirais, parce qu'au-delà du changement climatique, il y a aussi tous les enjeux autour des milieux, avec l'érosion de la biodiversité, les modifications structurelles finalement qu'on a apportées à notre environnement, qui vont provoquer des transformations importantes et avoir une influence sur ce qu'on va appeler un niveau de risque, mais qu'aujourd'hui on ne sait pas calculer. Et donc il faut qu'on fasse un autre exercice. Et là, on est moins bien armé collectivement pour faire ça. Autant en France, on peut dire qu'on a un dispositif de gestion des questions liées à l'eau et des questions d'inondation en particulier qui est quand même assez développé, probablement un des plus développés au monde, on peut se le dire un peu une fois, qu'on peut se dire que voilà. Oui, cocorico, il faut le dire. Même si, il y a quand même quelques coins enfoncés ces temps-ci dans ces dispositifs. La question de la projection par rapport à ces bouleversements globaux qui sont en cours, c'est pas à venir, vous l'avez dit, on a atteint les 1,5 degrés, donc ça a des conséquences. Eh bien, ça aujourd'hui on sait moins. On est difficile, voilà. Et pourtant, il va falloir qu'on le fasse parce que on y est. Voilà, on a posé le problème. Alors maintenant, je vais m'adresser à notre directeur régional de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, Olivier Renard, pour lui demander quid des agences. Parce que je suppose qu'il y a des programmes, je suppose qu'il y a des plans de prévention, il y a des plans d'adaptation, je ne sais pas. Il y a dans le 12e programme de l'agence de l'eau, il doit y avoir des financements prévus. Un mot, pas tellement. Bon, d'accord, ça ne me rassure pas alors. Mais c'est peut-être pas le rôle des agences de l'eau, tu vas me dire. Oui. Allez, alors Olivier. Donc à 21h, c'est un peu la question qui tue, là. Soit j'arrive à vous captiver, soit je vous emmène
très très doucement vers les voluptés du sommeil. Bon, je vais essayer de vous captiver. Je travaille donc à l'agence de l'eau Loire-Bretagne, qui est une des 6 agences. On a vu tout à l'heure. L'agence de l'eau couvre en fait toute la région Bretagne, l'ensemble du bassin de la Loire, de sa source jusqu'à l'estuaire en aval de Nantes, et puis les côtiers vendéens et charentais. Et en fait, chacune de ces 6 agences de l'eau sur ces grands bassins est chargée de favoriser toutes les actions qu'on peut mettre en œuvre sur les territoires pour améliorer la qualité de l'eau, sa disponibilité en quantité, favoriser la restauration des milieux aquatiques, des cours d'eau, des zones humides, et puis favoriser aussi la gestion partagée de l'eau et les instances qui peuvent mettre d'accord les différents usagers de l'eau, industrie, agriculture, collectivités locales, loisirs, autour d'une ressource qui n'est pas infinie, en tout cas en termes de qualité. Et donc, très localement, nous, on travaille de La Rochelle, avec notre équipe de 17 personnes, de La Rochelle jusqu'à Felletin en Creuse. Grosso modo, vous tracez une ligne, vous prenez l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine au nord de cette ligne, et vous avez notre terrain de travail. Et donc... pour la délégation de Poitiers. Pour la délégation de Poitiers, qui est une des 5 unités de Loire-Bretagne. Et donc, nous apportons des aides et on finance des collectivités qui mettent en place une station d'épuration, un réseau d'eau potable, une usine de potabilisation, un syndicat qui va restaurer un cours d'eau, le rendre plus naturel et en bon état, des industriels qui vont faire des économies d'eau, des agriculteurs qui peuvent faire des économies d'eau aussi, ou des réductions de pollution à la source en changeant des pratiques. Et les inondations sont un peu à part pour les agences de l'eau. Tout simplement parce que, donc en essayant de grandement simplifier les choses, on a travaillé d'abord sur les pollutions et réduire les pollutions à partir des années 60, 70 jusqu'aux années 2000, qui étaient des pollutions essentiellement liées au rejet des villes et des industries. Les inondations étaient vraiment très à la marge de notre cœur d'activité. Mais je reviendrai un petit peu en arrière ensuite. Et par contre, à partir des années 2000 et 2010, c'est plus renaturer les cours d'eau, davantage travailler sur les économies d'eau, essayer de résoudre et de restaurer les captages d'eau potable, qui sont en fait vraiment notre activité principale. Et nous sommes également amenés à travailler sur ce qu'on appelle un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, qui est en fait la Bible de l'ensemble de la planification autour des actions qu'on peut mener pour garantir la qualité de l'eau et sa disponibilité. Et dans ce schéma directeur... Et la biodiversité aussi. Et la biodiversité. Et la biodiversité, et le partage aussi, la gestion concertée et partagée. Et à côté de ce document, il y a également, comme l'a indiqué Fabien Blaise, une stratégie nationale qui est mise en place et qui est déclinée avec des plans un peu plus ciblés, qui correspondent aussi à des territoires qui ont un fort risque d'inondation et qui sont sur le même périmètre de bassin. Et en fait, ces 2 documents, le premier qui vise à essayer de retrouver une bonne qualité de l'eau et une disponibilité pour les usages, le SDAGE, et puis les plans de gestion des risques d'inondation, ils sont renouvelés chaque année, ils sont révisés tous les 6 ans. Ils ont une durée d'application de 6 ans et ils sont renouvelés en même temps. Et donc, il y a des liens entre les deux. Et ces liens entre les deux, ils sont, si je résume de façon très très grossière, mais c'est de faire en sorte que tous les aménagements que l'on peut faire pour favoriser la quantité et la qualité de l'eau n'accroissent pas le risque d'inondation. C'est le premier, vraiment, l'axe le plus important. De cet axe découlent des actions qui sont bénéfiques pour les milieux aquatiques, et on en reparlera peut-être tout à l'heure, et qui peuvent avoir un effet bénéfique pour diminuer le risque d'inondation. Par exemple,
restaurer une zone humide qui a un véritable pouvoir d'éponge, c'est-à-dire qui stocke de l'eau en période de forte pluviométrie, pour ensuite la laisser se rediffuser beaucoup plus doucement en période où les niveaux baissent dans les rivières, donc en période estivale, etc., eh bien, ces zones humides ont un double avantage, un triple avantage. Elles réduisent en fait la montée brutale de l'eau pour ensuite la redistribuer beaucoup plus lentement lorsque celle-ci fait défaut en période estivale. Et par exemple, le SDAGE s'occupe d'essayer de protéger, voire de restaurer, et les programmes des agences également, ces zones humides, et ça a un effet bénéfique sur les inondations pour réduire les aspects risques. Même chose, autres exemples, sur la partie urbaine. On gère aujourd'hui les eaux qui nous tombent du ciel en ville de telle façon qu'on les évacue le plus vite possible sur des surfaces qui sont imperméabilisées. Et en fait, d'une certaine façon, les sols agricoles, au jour d'aujourd'hui, fonctionnent, toute proportion gardée, un peu de la même façon. L'un des objectifs des agences, c'est d'essayer de reperméabiliser les villes, les campagnes et les villages. Et quand on peut recréer une zone, par exemple, revégétalisée en ville, qui va collecter les eaux pluviales, au lieu de les envoyer dans les tuyaux, puis dans les égouts et parfois dans les rivières, on infiltre doucement à la parcelle, donc on recharge quelque part un petit peu les nappes, et on évite d'avoir cette bouffée, ce flux et cette vague d'eau qui arrive très brutalement dans des réseaux et qui peut générer des pollutions. Et en plus, comme on les végétalise, on met un peu d'arbres, on recrée de la biodiversité, un peu d'ombre en période estivale, ça ne fait pas de mal dans nos villes et dans nos villages. Donc ça, c'est un deuxième exemple aussi d'intervention des agences de l'eau, à travers les financements que l'on peut apporter de façon régulière. On n'intervient pas que dans les collectivités. Je me souviens, à l'époque, je travaillais sur Orléans, dans le domaine industriel. Et nous avions accompagné des plans, en fait, pour faire prendre conscience du risque à un certain nombre d'activités industrielles, notamment sur Gien, donc qui est une ville ligérienne dans le Loiret, et en particulier à la faïencerie de Gien, qui est une très très vieille faïencerie. Et en fait, en finançant cette étude, les dirigeants et l'ensemble du personnel de la faïencerie se sont aperçus de deux facteurs de risque en cas d'inondation. Le premier, c'est des coupures de route. Et en essayant de cartographier les zones d'habitation des ouvriers de la faïencerie, se sont aperçus que, oui, en cas d'inondation à un certain niveau, impossible pour une grande partie des ouvriers de rejoindre l'usine. Bon. Donc ça nécessitait une première réflexion. La deuxième réflexion, ils stockaient l'ensemble des moules, qui sont des moules en plâtre, pour fabriquer la faïence, en sous-sol. Et donc, avec une inondation majeure de la Loire sur Gien, ils perdaient toute leur histoire industrielle et l'ensemble d'historique des moules. Et l'une des actions qu'ils ont faites suite à ce diagnostic, c'est de construire un bâtiment et de déménager les moules pour les mettre en hauteur, à un étage, pour qu'en fait tout leur patrimoine soit sécurisé. Et en fait, c'est totalement la démarche d'essayer de prévenir les conséquences du risque pour essayer de retrouver une activité normale le plus rapidement possible et de diminuer des conséquences financières qui pourraient être désastreuses. Ouais, donc l'agence peut accompagner, a pu accompagner ce genre de démarche. Je vais redonner la parole à M. Juillard d'ailleurs là-dessus, parce que est-ce qu'on ne s'expose pas justement, parce que là l'exemple est frappant sur la porcelaine de Gien, qui était placé à un niveau peut-être tel qu'ils n'étaient pas complètement protégés des risques d'inondation. Est-ce qu'on n'a pas poussé le bouchon un petit peu loin en installant et des activités et des habitations, etc., dans des zones vulnérables?
Si. Bon, maintenant c'est fait, mais quand même. Parce qu'on avait parlé de ça quand on s'était entretenu à ce sujet. Oui. Alors déjà, ce qui est c'est remarquable aussi, c'est que pratiquement toute l'activité... On n'a pas créé cette vulnérabilité, quelque part, en fait. On l'a créé progressivement, quand même. Non, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que pratiquement toute l'activité industrielle française est au bord des cours d'eau. C'est développé au bord des cours d'eau, que ce soit les faïenceries ou... Oui, on a besoin d'eau. Parce qu'au début, on utilisait la force motrice et puis de rejeter les effluents. Et nous, ce qui se passe pour les faïenceries de Gien, nous, on vient de travailler pour Michelin, qui a exactement le même sujet, mais à des niveaux encore plus importants, parce qu'eux, ils ont tout leur centre de data de Michelin Monde, qui est en souterrain, à côté d'une petite rivière, qui a été à la limite de débordement il y a quelques années, et ils ont failli perdre aussi toute leur connexion avec tous les sites industriels Michelin de par le monde. Donc ils ont investi pratiquement 20 millions d'euros pour essayer de reprendre la rivière, restaurer la rivière pour éviter ce risque d'inondation. Donc Michelin peut se le permettre. Par contre, beaucoup d'activités industrielles ne peuvent pas. Ils n'ont pas les moyens de Michelin. Je ne pense pas que ce soit le cas des faïenceries d'Igien, par exemple. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a, par exemple, nous, on a eu le cas récemment d'usines de médicaments, pareil, dans la vallée de l'Allier, sur un affluent de l'Allier, qui s'appelle Merck, qui est un industriel américain, qui a délocalisé son usine parce qu'il savait qu'il y avait un risque inondation à cet endroit-là, et ils avaient tout leur site d'essai de médicaments qui était là, et c'était un énorme... Et donc là, en fait, progressivement, on s'aperçoit qu'en fait, une grande partie de notre patrimoine industriel, de notre économie est vulnérable en réalité. Et donc, bon, il y a pas que le patrimoine industriel, parce que vous me disiez vous-même qu'il y avait 10 millions, peut-être 18 millions de personnes en France, enfin, de personnes en habitation, qui étaient vulnérables. Oui, on dit, oui. Alors ça ne concerne pas que la France. Je crois qu'il y a 15% ou 20% de la population mondiale qui est en zone inondable. Donc c'est toute la planète entière qui est concernée par ce sujet. Et donc c'est vrai que c'est un risque, alors qui est en fait regardé de très très près par les grands acteurs de la finance et de l'assurance en particulier. On va en parler. On va parler après. Mais et c'est regardé de très très près aussi, parce que nous on a été surpris en tant que bureau d'études techniques d'être en concurrence avec des sociétés comme Google par exemple, ou Facebook, Meta, qui sont en train de monter des gros projets de jumeaux numériques de bassin versant, pour savoir comment fonctionne le bassin versant, parce qu'ils s'aperçoivent qu'en fait, celui qui comprend comment fonctionne le cycle de l'eau, le grand cycle de l'eau, eh bien, en fait, il maîtrise l'économie. Parce qu'eux, ils n'ont pas une vision philanthropique. Hein. Ils ne sont pas là pour restaurer la qualité de l'eau. Mais par contre, ils ont compris que quand on connaît bien comment fonctionne un bassin versant, eh bien, après, on peut jouer sur certains critères, etc. Et on peut mettre à plat une économie ou au contraire la restaurer. Donc c'est un sujet gigantesque en réalité. D'accord. Voilà. Ok. Bon, eh ben, on va essayer de parler un peu des aménagements quand même, parce que c'est bien beau d'avoir des risques, d'avoir des inondations, d'être en zone vulnérable, etc. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a deux solutions. Je vous laisse la parole à nouveau, monsieur Juillard. La première solution, c'est de dire, après tout, est-ce que sur l'amont des cours d'eau, on pense, par exemple, vous parliez de Chevigny tout à l'heure, on dit, bon, on n'est pas trop pauvreté parce qu'on a Vastivière. On a le barrage. C'est faux. Bon, alors, qu'est-ce que vous pensez de ça, en tant que bureau d'études ? Le barrage Vastivière... Non, pas Vastivière en particulier. Mais... Les barrages en général, ils n'ont pas vocation à... Les barrages pour protéger... Alors, on connaît bien la fonction des barrages, soit en hydroélectricité, soit en soutien d'étiage, pour le refroidissement nucléaire notamment. Mais est-ce que ça peut être aussi une parade, une protection limitée, je suppose, contre les inondations ? Alors, les barrages en interception de cours d'eau, on considère aujourd'hui, en France en tout cas, que c'est pas du tout une solution. C'est plus une création de risque que de... On a tenté, on a cru, on a eu l'illusion de pouvoir maîtriser les gros flux d'eau, les gros débits avec des barrages. On s'aperçoit que ça fonctionne pour une catégorie de crues, mais pour les très grosses crues, à partir de la crue centenale et au-delà de centenale, ça ne fonctionne pratiquement jamais. Et surtout, ça crée un risque de rupture brutale lors de l'événement. Le plus gros catastrophe qu'il y a eu
récemment, qui est passé un peu sous les radars des médias, mais naturel, c'est ce qui s'est passé à Derna en Libye. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Il y a eu 15 000 morts, quoi, il y a 2 ans. Il y a eu 15 000 morts il y a 2 ans. C'est un barrage écréteur de crues qui a cédé brutalement. Voilà, donc en fait, aujourd'hui, la stratégie, c'est plus d'essayer de contrôler l'aléa, ce que je disais tout à l'heure, hein, surtout que à chaque fois qu'on parle de vouloir contrôler l'aléa, le gros problème, c'est qu'on envoie le problème un peu plus à l'aval, ou si on fait une digue en rive droite, et ben on envoie le problème en rive gauche. Donc on n'en finit jamais d'essayer de maîtriser l'aléa. Donc aujourd'hui, la stratégie, c'est plus du tout ça, c'est plus de créer des grosses infrastructures type digue et barrage. La stratégie, c'est vraiment de comprendre le fonctionnement du cycle de l'eau. Donc, ce que vous disiez, monsieur Reynard, c'est on essaie de voir l'intérêt, par exemple, de préserver toutes les zones inondables en amont des zones urbaines. Typiquement, on avait fait une étude dans le cas de la vallée de la Vienne. Une zone humide rapporte, rien que pour la réduction du risque d'inondation, entre 2 000 et 5 000 euros par an par hectare. Voilà. Donc, rapporte à la collectivité. Parce qu'elle permet de réduire, si on enlève la zone humide, eh bien on augmente le risque d'inondation à l'aval. Le fait qu'il y ait la zone humide qui existe. Sauf que ça ne rapporte pas aux agriculteurs. Ça rapporte pas. La collectivité, ça rapporte beaucoup d'argent, mais aux agriculteurs. Et c'est vrai que, par contre, les agriculteurs sont quand même sensibles à ce message-là. Hein. Nous, on travaille dans la vallée de la Garonne. C'est que pour eux, l'écologie, tout ça, c'est un peu abstrait parfois. Par contre, quand on leur dit que telle zone qui pensait être quelque chose qui rapportait rien, qui était une perte absolue, une zone humide, pour eux, c'était quelque chose qui rapportait rien, mais ça rapporte plus que pratiquement n'importe quelle activité céréalière, mais ils se posent quand même des questions. Ils se disent, c'est quand même étonnant que cette zone-là... Et donc, c'est pour ça qu'aussi, on met en place des nouveaux indicateurs avec des chiffrages financiers. C'est aussi des assurances qui nous poussent à ça. Hein. Ouais, on va y revenir. Voilà. Fabien, un mot là-dessus. Sur la Vienne, sur les barrages sur la Vienne. Revient à la première question. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait donc d'accord sur les avec protections amont, ce les que projections. dit Jean-Hugues. Non, sur les barrages, vous savez, sur la partie de la même façon. Hein, je ne sais pas pourquoi. Il y a eu le rasement du barrage de Maison Rouge un peu après le bec des Deux Eaux, un peu après la confluence Vienne-Creuse. Maison Rouge, qui était un barrage qui a été arasé, je crois, en 1998. Dans le cadre du plan Loire grandeur nature, ça s'appelait comme ça à l'époque. Et sur Châtellerault, j'ai déjà entendu dire, mais depuis qu'il n'y a plus le barrage, on n'a plus d'inondation. Ah bon ? Mais en fait, c'est comme quoi, enfin, ça, c'est de la perception, parce que finalement, quand on regarde un petit peu le remous hydraulique en fait du barrage, c'est-à-dire l'influence du barrage amont, on n'est pas du tout dans l'emprise en fait du barrage. Donc il y a aucun effet sur le barrage, sur les inondations de Châtellerault. Donc parfois il y a des choses qui sont... ce que je veux dire par là, c'est que parfois il y a de l'irrationalité en fait dans ce que croient les gens sur le territoire. Et donc il faut casser des vérités où justement il faut renverser un petit peu cette façon de penser. Cette histoire du sentiment d'être protégé, c'est quelque chose qui est très ancré. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on y revient de par ce que vient de dire effectivement Jean-Hugues. C'est des aménagements qui coûtent cher, qui ont des responsables, où il y a des responsabilités en tant qu'autorité compétente. Donc aujourd'hui, on va plutôt travailler sur les infrastructures naturelles, les solutions fondées sur la nature. Ce que disaient M. Julliard et M. Donc, Renard. on va travailler à l'échelle des bassins versants. On va travailler plutôt sur la restauration des zones d'expansion de crues, qui sont des zones humides en fait, qui jouent un rôle écréteur de crues, effectivement. Et puis, on va travailler donc sur l'aménagement du bassin versant. On parle des inondations par débordement de cours d'eau, certes, mais il y a aussi des aléas. On peut penser à de l'aménagement de cours d'eau aussi, de linéaire. Bien sûr, oui. Les aménagements effectivement de syndicats de rivières qui sont en place sur le territoire, quand il y a de la renaturation de cours d'eau, par exemple, le travail qui est conduit fait en sorte de reconnecter le lit mineur de la rivière avec le lit majeur pour favoriser les débordements et permettre justement le fonctionnement des zones humides associées. Oui. Donc on voit bien que les solutions amont, sur le cours d'eau, sont plutôt des solutions fondées sur la nature ou
assimilé à des solutions fondées sur la nature, plutôt que des grandes constructions, des grands barrages qui pourraient retenir l'eau quelques heures à peine, quoi. Alors par contre, M. Lapp, au niveau de la collectivité, parce que l'habitant, il est là, et quelle que soit la protection qu'on mette en amont, qu'on mette en place en amont, il va subir des inondations. Donc il faut essayer de réduire évidemment les risques au maximum. Vous en avez déjà parlé, vous avez déjà abordé, mais j'aimerais quand même vous questionner là-dessus. Au niveau du Grand Poitiers, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, on aborde un sujet intéressant qui est... Enfin Non, mais je veux dire, où là, tout un chacun est en fait confronté à cette question-là qui peut paraître un peu abstraite, la gestion des cours d'eau, le grand cycle de l'eau, etc. Même si on peut retenir déjà de ce que les collègues ont développé, c'est qu'effectivement, on a cru pouvoir s'affranchir des règles du jeu du grand cycle de l'eau, hein, que ce soit pour les inondations, que ce soit pour l'eau potable, pour toute une série de choses. Et en fait, on est obligé aujourd'hui de revenir à, je dirais, de se rapprocher des grands mécanismes de fonctionnement des cours d'eau. Donc effectivement, quand on est dans une zone plutôt urbanisée, même si le Grand Poitiers, c'est pas que des zones urbanisées, mais en tout cas sur la partie inondation par débordement, on est quand même principalement sur des zones urbanisées, on doit faire face à la réalité de l'héritage, des choix qui ont été faits, d'aménagement à des époques où on avait une conception un peu différente du rapport au risque. Et là, on rentre souvent en confrontation entre deux visions qui sont la collectivisation des risques et les situations individuelles. Et donc, dans la gestion de cet événement qui n'est pas évitable, je pense que oui, ça on a bien compris. C'était un peu les éléments de la démonstration, parce que oui. On pourrait toujours penser, et d'ailleurs certains habitants pensent que la collectivité n'en fait pas assez, qu'il faudrait continuer à faire des aménagements, qu'il faudrait investir de l'argent collectif pour réduire effectivement l'exposition au risque. Sauf qu'aujourd'hui, l'ensemble des experts est quand même assez d'accord pour dire que non seulement c'est pas efficace, mais qu'en plus on n'en a pas forcément les moyens. Parce que derrière, il y a aussi des choix stratégiques de où est-ce qu'on va affecter les ressources. Donc, la question collective, elle se pose par rapport à ces analyses-là. Et puis ensuite, il y a la responsabilité individuelle face au risque. Alors, on a parlé tout à l'heure de question de culture du risque, c'est-à-dire comment on fait. Quand on vit au bord de rivière, il faut vivre avec la rivière. Et donc, l'inondation fait partie du cycle de vie de la rivière. Et donc, il faut apprendre à vivre avec. Donc, la question maintenant, c'est comment on gère ça collectivement dans le cadre de la responsabilité individuelle lorsqu'on est propriétaire. Puisque lorsqu'on est propriétaire, eh bien, on a la responsabilité de son bien, dans tous les sens du terme. Et donc, du coup, aujourd'hui, ce que fait la collectivité, et pas que la collectivité, hein, avec le soutien de l'État, de l'Union européenne, de l'EPTB, c'est d'accompagner l'ensemble des acteurs, qui soient... Pas de l'agence de l'eau, on a bien. Et si, un peu l'agence de l'eau, mais moins directement sur ce que je vais développer là, qui est justement ce que j'évoquais en première partie sur la réduction de la vulnérabilité, c'est-à-dire l'accompagnement individuel des habitants à réduire la vulnérabilité de leurs biens. Ou des entreprises, puisqu'on travaille aussi à destination des entreprises, même si là, l'accompagnement il est plus limité, puisque derrière, on va parler de subventions, donc du coup... il y a des limitations aux subventions des entreprises. Mais en tout cas, on fait le travail de sensibilisation et de diagnostic auprès des entreprises également pour mettre en œuvre un certain nombre d'actions qui sont à la portée des propriétaires et qui sont subventionnées. Donc on le fait en deux étapes. Une première étape, c'est un diagnostic. Hein, je ne sais plus qui l'évoquait tout à l'heure. Le fameux diagnostic que vous avez... Donc là, il y a diffusé, enfin l'information que vous avez diffusée un peu partout sur les communes du Grand Poitiers exposées. Exactement. Et donc du coup, la possibilité, alors là pour le coup c'est gratuit pour les propriétaires, là, l'État, l'Europe finance ce diagnostic, et la Grand Poitiers complète le financement. Donc ce sont des assurances gratuits. qui le font aussi d'ailleurs. Alors les assurances via le fonds Barnier. Oui. On appelle le fonds Barnier, qui est en fait un fonds qui est géré par l'État, mais auquel contribuent les assureurs. Et je reviendrai après sur la question de l'assurance. Et donc, il permet d'aller voir le bâtiment et de faire un certain nombre de préconisations pour réduire la vulnérabilité. Sachant que la loi
évolue sur ces sujets. Et dans les zones qui sont soumises à un plan de prévention du risque inondation, ce qu'on appelle les PPRI, qui sont en révision actuellement sur le Clin et la Vienne, eh bien, c'est ce qui est aujourd'hui une recommandation va devenir une prescription. C'est-à-dire que ça va devenir obligatoire suivant le niveau d'aléa. Et cette obligation... Pour quand? Je ne sais pas. Alors, quand les PPRI seront en vigueur. C'est-à-dire que là, comme ils sont en révision, à date, quand ils seront validés, l'obligation rentrera en vigueur. Et donc, ce qui motive cette obligation, c'est évidemment réduire le niveau de vulnérabilité, mais c'est aussi répondre à un enjeu qui est un enjeu assurantiel. C'est-à-dire que on sait que l'augmentation des coûts liés aux inondations va... attendez, on parle de l'assurance après. Pour rester quand même sur le... Je finis juste oui, sur la question de l'obligation. Pourquoi c'est obligatoire maintenant sur les habitants? C'est que du coup, l'évolution des coûts fait que les assureurs, au bout d'un moment, si les propriétaires ne répondent pas aux obligations que leur fait ces nouvelles réglementations, vont pouvoir se désengager en disant bah voilà, vous n'avez pas fait le travail d'analyse de votre vulnérabilité et vous n'avez pas répondu aux travaux nécessaires qui auraient permis d'éviter les dégâts. Parce que par exemple, si on prend... après évidemment ça dépend du niveau, hein. Ce que je vais dire là n'est pas un cas général, mais c'est une illustration. Si vous avez 10 cm ou 20 cm d'eau dans votre habitation, ça va provoquer un certain nombre de dégâts dans la maison. Il va falloir refaire les murs, il va falloir peut-être refaire une partie d'électricité. Si en plus vous avez des éléments électriques, voilà, ça peut éventuellement endommager votre installation et les coûts des travaux peuvent se chiffrer à plusieurs milliers, voire quelques dizaines de milliers d'euros. Si vous avez mis un bâtard d'eau devant votre porte, hein, avec 10 cm d'eau, eh bien, probablement que vous auriez évité la pénétration de l'eau dans votre habitation. Un bâtard d'eau, bon, ça vaut entre 20 cm. Voilà, s'il s'agit que de 20 cm. Dans ce cas-là, mais et dans ce cas-là, ça peut être fréquent. Voilà, le rapport entre l'investissement dans le bâtard d'eau et le coût de la réparation des conséquences de l'inondation, en fait, peut être un rapport qui va de 1 à 50. Sachant qu'en moyenne, les assureurs considèrent que le rapport entre prévention et indemnisation des coûts, il est de 1 à 7 au niveau national. Donc on comprend bien l'intérêt, finalement, aussi de réduire la vulnérabilité de son habitation, évidemment pour limiter les conséquences des événements, mais aussi dans une perspective de maintenir un niveau d'assurabilité des habitations. D'accord. Bon, on arrive vers la fin de notre débat entre nous. Hein. Encore quelques petites questions quand même. J'ai des chiffres sous les yeux là qui ont été relevés lors de l'échange que nous avons eu ensemble. Si la crue de 1910 est répétée à 70%, ça coûterait 3 milliards. Si elle est identique, ça coûterait 14 milliards. Et si elle est à 120%, identique, ça veut dire à 100%. Et si elle est à 120%, ça coûterait 120 milliards. Donc on voit bien que oui, on est à Paris là. On voit bien qu'on est même dans une augmentation linéaire du pourcentage. On n'est pas du tout dans une augmentation linéaire des coûts. Hein, donc on peut comprendre que les assurances. Alors il y a d'autres chiffres comme la crue en Bretagne de janvier 2025. Donc là on est plus proche, bien sûr. C'était hier. Ces crues, ces seules inondations en Bretagne de janvier 2025 vont entraîner une charge de 130 à 160 millions d'euros. Donc, la question finale que je pose un peu à tout le monde, c'est est-ce que les assurances ne vont pas nous lâcher un jour là-dessus, un peu comme c'est le cas pour d'autres phénomènes peut-être demain liés au changement climatique, incendie ou autre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Je peux commencer oui. à répondre. En fait, c'est déjà le cas. C'est-à-dire que suivant le type d'assurance, par exemple pour les collectivités, il y a un certain nombre de risques qui ne sont plus assurés par les assureurs. Donc ce qui veut dire que nous, quand je dis nous, c'est les collectivités territoriales sont déjà confrontées à cette situation. Et donc, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'assurance, ça veut juste dire que le coût devient prohibitif. Et donc aujourd'hui, il faut savoir qu'un certain nombre de bâtiments publics ne peuvent plus être assurés. Et donc c'est la collectivité qui s'assure elle-même.
Après, au niveau des habitations, on est encore protégé par le système catastrophe naturelle. Oui, mais quand c'est un hôpital ou un collège ou un EHPAD, voilà. Olivier, sur Hénard. En fait, je retournerai le problème en disant, mais j'ai le sentiment que de plus en plus, les assurances, à travers leurs fondations, accompagnent des projets qui sont de nature à réduire les conséquences et en tout cas réduire l'aléa. J'ai un exemple en tête, qui est sur le bassin de la Vienne d'ailleurs. Dans le village de La Puy, il y avait un très très grand plan d'eau qui connaissait d'ailleurs des problèmes de pollution et d'eutrophisation. Cyanobactéries. Une accumulation en fait de nutriments et de sédiments qui fait que ce plan d'eau est en pleine indigestion en matière biologique. Il a été aménagé à l'amont de ce plan d'eau une zone humide pour réguler en fait là aussi l'arrivée d'eau et jouer ce rôle d'éponge. Ce plan d'eau a été contourné et à travers la Fondation Maïf et les fonds qui ont été gérés par la Banque des Territoires, cet aménagement a été financé donc en partie, alors par l'Agence de l'eau, hein, quand même, cette restauration, mais surtout et aussi, par rapport à notre exemple, par la Banque des Territoires et qui interagissait par la Maïf. Et on en est même à un autre niveau. Là, on se dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas, à titre là aussi de prévention et d'anticipation, emmener les assurances autour de Niort sur des projets qui permettraient à l'ensemble des agriculteurs sur des bassins versants sur lesquels il peut être très intéressant que l'eau s'infiltre doucement dans les nappes et donc qu'on ralentisse en fait les écoulements d'eau à travers la mise en place de haies, la réinstallation de haies, de mares à certains endroits, d'une végétation qui couvre les sols, y compris en hiver, pour justement réduire l'aléa. Et là, c'est des réflexions qui sont en cours, et ça a de multiples avantages. Un, c'est bon pour la biodiversité, parce que, quoi qu'on puisse en dire, quand il y a un couvert végétal, les animaux derrière ont un abri en hiver. Ça a des avantages aussi par rapport à toute une chaîne alimentaire qui se met en place, qui permet parfois de réduire l'usage d'insecticides, voire d'herbicides. Ça stocke du carbone. Donc il y a beaucoup d'intérêt à tout. Et ça protège la qualité de l'eau. Et ça stocke de l'eau aussi pour la période estivale. Et ça facilite l'infiltration de l'eau. Merci. Je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. Je remercie évidemment les participants à cette table ronde. Et maintenant, la parole est à vous, mesdames et messieurs. On va vous passer le micro. Christine va vous passer le micro si vous voulez intervenir. Alors, elle commence par le fond. D'accord. Très bien. Ah je vous connais. Non. Oui, je voudrais apporter un témoignage à tout ce qui vient d'être dit là. J'ai 72 ans et j'habite sur la commune de Mignaloux à peu près depuis 50 ans. Et il y a quand même 3 gros événements, enfin il y en a plus que ça, mais climatiques qui m'ont marqué. Donc il y a cette fameuse inondation de 1982, je m'en souviens, j'étais prof au lycée Réaumur et c'était le vendredi à la sortie des classes. On a été obligé de faire envoyer les élèves en catastrophe avec des bus, etc. Et puis on a vu, de hauteur, depuis les dunes là-bas, le Clin se remplir, la porte de Paris inondée, etc. Enfin, bon, pas ces détails. Après, il y a eu cette grosse tempête en 99 qui a traversé notamment les Landes, et puis toute la France, qui a arraché des arbres et mis la forêt à bas. Donc un événement avec des vents à 200 km/h qu'on n'avait jamais vu. Et voilà. Et puis le dernier événement, un peu plus modique si on veut, c'était en 2013. Alors Mignaloux, c'est une commune où il n'y a pas de rivière. Mais j'habite dans un endroit qui s'appelle la vallée des Touches, où il devait absolument y avoir, il y a quelques centaines d'années, une rivière apparente. Là, la rivière, elle est en sous-sol. C'est du karstique. Et en 82, ça a débordé.
Moi, j'ai un puits qui fait 17 mètres de profondeur. L'eau est arrivée au niveau du terrain. J'ai une cave enterrée, j'avais des geysers dans la cave. Donc, il y a des phénomènes comme ça qui se produisent. Vous voulez dire qu'il y a des phénomènes d'inondation aussi d'inondation, par les eaux souterraines. Et dans des zones qui après sèchent. Vous y allez en ce moment, là, en plus. où vous avez l'impression que c'est le désert, presque. Et par contre, en 2013, oui, au mois de juin, il y a eu un violent orage de grêle qui a duré toute la journée, presque, et qui a provoqué les mêmes inondations, même pire qu'en 82. Et il y a des maisons, il y a 4 maisons neuves qui ont été construites dans les années 30-40 ans. Il y en a qui avaient l'eau au seuil vraiment de l'entrée de la maison, puis d'autres qui ont été inondées. D'accord. Voilà, donc c'est un témoignage. C'est un témoignage. Qu'est-ce qu'on peut Bonne faire question. devant ces changements climatiques violents? Il y a ceux qui sont progressifs. En 82, on a eu de la pluie toute l'année. Donc les terres étaient gorgées d'eau, l'argile était impénétrable, on va dire. Donc toute l'eau s'écoule en surface. Mais il y a aussi ces phénomènes climatiques violents. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de cet aspect débordement des eaux souterraines, tout compte fait, comme on a pu le connaître peut-être récemment, non et le rôle que ça peut jouer sur les inondations. Et là, l'eau ne s'écoule, l'eau ne s'infiltre pas non plus, quoi. Je veux dire. Olivier. Il y a un certain nombre de phénomènes qui nous surprennent aussi. La violence de la nature a toujours existé, elle existe, et le changement climatique peut exacerber d'une certaine façon les extrêmes. Pour répondre, parce que j'ai été concerné en 2013, mon sous-sol a été inondé. Donc, une fois que le sous-sol a été sec, j'ai récupéré des palettes, j'ai monté tous les meubles sur palettes dans le sous-sol. Et puis, comme en fait, cet orage de grêle avait bouché des caniveaux qui évacuaient l'eau dans le fond du terrain et était rentré par débordement dans le sous-sol, et ben, j'ai installé 2 cornières de chaque côté de la porte du garage, des planches pour faire un bâtard d'eau et puis quelques parpaings pour tenir la pression. Et j'ai aussi fait venir un terrassier qui a inversé le sens de la pente qui emmenait en fait toute l'eau dans mon garage. Voilà. Donc en fait, et le terrassier a fait ça en même temps qu'il a installé le tout à l'égout. En fait, je pense qu'on a une responsabilité aussi individuelle à tenir compte de ce qui nous arrive et d'essayer d'y remédier aussi à notre niveau. Et je pense qu'il y a parfois des mesures très très simples qui peuvent être prises en compte, pas très onéreuses, et qui peuvent nous prémunir de dégâts. D'accord. Il y avait une question aussi, Madame Dègre. Attendez, le micro, s'il vous plaît. 2 petites secondes. Y a-t-il des aides pour les particuliers? Parce on parlait tout à l'heure de non-assurance en cas de non... Qu'est-ce qu'il existe comme aide pour les particuliers, justement, pour pallier ces problèmes d'inondation? Parce qu'il y a des aides pour l'énergie, pour ceci, pour cela, et pour les inondations, finalement. Est-ce qu'il y en a? Oui. Parce que vous avez fait... Vous êtes bricoleur, vous avez pu faire certaines choses. Parfois, il y a des personnes qui ne savent absolument pas quoi faire. Puis 2, c'est une question de moyens aussi. Quand il faut monter un mur le long d'une maison, devant un garage, etc., c'est une question de moyens. Est-ce qu'il existe des aides quand même? Oui, donc à ce jour, ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, c'est que vous pouvez bénéficier d'un diagnostic gratuit, donc d'un expert qui vient et qui vous indique le type de réponse que vous pouvez apporter pour réduire votre vulnérabilité. Et dans une seconde étape, donc nous accompagnons les particuliers pour faire leur demande de subvention, sachant qu'aujourd'hui, ces travaux-là peuvent être subventionnés jusqu'à 80%, dans la limite de 15% de la valeur vénale du bien et pour un montant maximum de 15 000 €. Mais où vous en êtes sur la... C'est diffusé. On a fait, oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Oui. On a fait 8 réunions publiques oui. là, ces derniers mois. C'est sur nos sites internet. Il y a eu dans la presse. Donc il faut suivre ça régulièrement. Donc
le programme, donc on est dans un programme, c'est pour ça qu'on se connaît un peu à quelques-uns, puisqu'il y a un programme qui s'appelle le PAPI, programme d'action de la prévention des inondations, et donc qui permet effectivement de regrouper un certain nombre de financeurs, donc l'État, les assureurs via le fonds Barnier, le plan Loire avec des fonds européens, et puis l'agence de l'eau sur certaines actions, et donc qui est un espèce de programme cadre qui permet donc de réunir tous ces financeurs pour justement financer des actions de prévention des inondations. Donc celle-ci en fait partie, et donc vous permet en tant que particulier de pouvoir bénéficier et du diagnostic gratuit et ensuite de l'accompagnement pour réaliser vos travaux. Vous voulez intervenir, non ? Je peux intervenir aussi sur le fonds Barnier. Effectivement, on en a parlé un petit peu. C'est le fonds de prévention des risques naturels majeurs, parce que le fonds Barnier, en fait, c'est son petit nom de la loi Barnier de 1995. Mais sinon, c'est le FP, fonds de prévention des risques naturels majeurs. Et donc, ce fonds-là, il est alimenté par nos cotisations, en fait, au niveau des assurances, nos primes d'assurance. Et ensuite, il est reversé sous forme d'aide auprès, soit en cas de catastrophe naturelle auprès des sinistrés, ou sous forme d'aide dans des actions de prévention du risque inondation. Il n'y a pas d'ailleurs que le risque inondation, il y a d'autres risques naturels qui existent où le fonds Barnier peut être mobilisé. Oui. Madame. Oui, moi je voulais revenir au fameux PAPI. J'étais à la réunion d'information, on nous a demandé de nous inscrire, on s'est inscrit et on nous a dit on vous recontactera, et jusqu'ici on n'a encore rien vu venir. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, j'ai fait la même chose que vous, mais j'ai reçu quelque chose à remplir quand même. Pas moi. Bon. Il y a des chouchoutes. Oui, il y a des connexions cachées, en fait. Donc, oui, vous avez raison, mais comme on vous l'indiquait à la réunion, c'est que là, on a passé un marché public, puisqu'on est contraint à un marché public. Donc, le marché, l'appel d'offres a été passé. On a reçu les offres cette semaine, donc on est en train de faire l'analyse des offres. Donc, pour le coup, on va respecter le timing, puisque en avril, on pourra revenir vers vous, puisqu'on aura le prestataire qui sera sélectionné, et donc on pourra démarrer les diagnostics. Professeur Saunier. Chers collègues. Merci. Je voudrais d'abord remercier les intervenants pour l'ensemble de la présentation. Et puis ce qui s'est dit en particulier par le directeur de l'agence de la Loire, enfin du réseau Loire. Délégation Poitevine de sur l'agence le rôle des zones humides. C'était très clair, c'était très bien expliqué, c'est très important ce que vous avez dit là. Alors, je crois qu'il faut... Je saurais mieux le dire que je ne le faisais avant. Voilà, merci à vous. J'ai également souligné qu'on a des représentants des organismes régionaux, des structures régionales, mais on est tous dans cette salle concernés par le problème au niveau de nos communes. On a des plans de prévention des risques d'inondation, en particulier, même s'ils sont en cours de révision. Mais vous avez autour de vous des représentants qui siègent et qui sont à même de vous informer de ce qui concerne, de ce que sont les retombées pour vos communes. En particulier, l'une des retombées, quand on regarde l'intersection du rouge, les aléas avec les enjeux, là où il y a le risque, ça a mené dans le passé à faire de la réglementation et à mettre en place des zones rouges. Dans les plans locaux d'urbanisme, il y a des retombées évidentes de tout ce travail qui a été fait dans la prévention des risques à travers le zonage. En particulier, si on est en zone rouge, il n'y a pas, c'est interdiction stricte de construire. Bon. Puis après, il y a des zones plus gentilles, en fait, hein, violet, bleu, etc. Mais tout ça pour dire qu'on a, à travers la vie communale, le moyen d'avoir des gens qui peuvent nous informer sur ce que sont les avancées dans le domaine de la prévention des risques, en particulier de l'égard des inondations. Et puis, deuxième point, toujours dans le cadre de ce qu'il y a entre les représentants des structures régionales ici et puis notre vie quotidienne, personnelle, c'est les syndicats de rivières. Vous l'avez souligné, leur rôle autant... Alors, grâce au fonds en particulier apporté par l'agence de la Loire, mais c'est les établissements publics également qui sont les comités de communes, c'est le département. Et vous avez souligné le rôle de la Maïf également. Bon, tout ça, on le vit quand on travaille dans les syndicats de l'eau.
Quand on est à Saint-Benoît, on est sur le syndicat du Clin-Val. Il y a le Clin-Val, il y a le Clin-Sud, etc. Donc, toutes ces réflexions-là se prolongent autour de nous dans la vie quotidienne par des personnes qui sont dans nos conseils municipaux et qui travaillent aussi bien sur la mise en œuvre des plans de prévention des risques d'inondation que le travail des syndicats de rivière. C'est tout un ensemble qui est présent, qui n'est pas très connu en fait, et j'ai eu la chance de pouvoir y participer. C'est pour ça que je peux témoigner là. Bien, très bien. Merci Jean-Bernard. Madame. Oui. Bonjour. C'est peut-être une question idiote, mais l'un d'entre vous a parlé tout à l'heure. Vous avez beaucoup insisté sur l'importance des zones humides, et l'un d'entre vous a dit que pour les agriculteurs, il était intéressant parfois d'arrêter de faire des cultures et de transformer un terrain en zone humide, et que ça rapportait, je ne sais plus, 5 000 €, je crois, par an. J'aurais voulu savoir comment est-ce qu'une zone humide peut rapporter de l'argent. C'est une question idiote, mais voilà. C'est une bonne question. Qui répond là? Une bonne question. Alors, comment ça rapporte de l'argent? Pour plein de raisons, hein. Comme l'a dit Monsieur Reynard. En fait, les zones humides, ça a plusieurs vertus. La première, c'est que ça fait de la rétention d'eau. Lorsqu'il y a une crue d'une rivière, elle s'étale dans la vallée. Si la vallée a été drainée, s'il n'y a plus la zone humide, l'eau ne reste pas et elle s'évacue beaucoup plus rapidement. Et donc, ça favorise le débordement à l'aval. C'est le but du drainage. C'est du drainage. C'est le but du drainage. C'est le but du drainage agricole. Donc, on a drainé des milliers d'hectares de zones humides. Je crois que 60% des zones humides européennes ont disparu en 40 ou 50 ans. Et donc, ce qui a favorisé le risque d'inondation à l'aval. Si on conserve la zone humide, à l'inverse, eh bien, on réduit la zone inondable à l'aval, et donc de quelques millimètres, quelques centimètres, mais c'est quelques centimètres répartis sur toute la commune de Chauvigny ou de Châtellerault, c'est des centaines de milliers d'euros de gagnés à la collectivité. Donc il y a ce premier gain-là. C'est des coûts induits, en fait. Ce premier bénéfice-là. Après, il y a plein d'autres bénéfices. De quoi? Oui, c'est... Oui. Après, il y a aussi un impact direct pour l'agriculteur, c'est l'infiltration des eaux dans la nappe et la réduction des risques de sécheresse et d'étiage. Et le dernier point, c'est l'auto-épuration. En fait, une zone humide, c'est une station d'épuration gratuite. Oui, et puis la biodiversité aussi. Et enfin, la biodiversité, mais c'est beaucoup plus difficile à quantifier. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on peut pas, je sais pas, planter du riz, des plantations qui ont besoin d'eau? Bon, Olivier, je pense spécialiste de la culture du riz. Écoutez, avec le changement climatique, il y a de l'idée là quand même, hein, parce qu'il va faire plus chaud. Donc, peut-être pour reprendre les propos de M. Julliard, j'ai des collègues qui avaient une visioconférence ce matin sur une étude dont on vient d'avoir les premiers résultats, sur les bénéfices apportés par la réserve du Pinail. Vous connaissez peut-être la réserve du Pinail. Oui, c'est une zone humide quand même assez emblématique. Elle a été chiffrée à 2 000 € de l'hectare de cette zone. C'est-à-dire que l'ensemble des bénéfices induits apportés par cette zone s'élève à 2 000 € de l'hectare. Pour tout un tas de raisons. Alors, si je suis agriculteur, j'aurais quand même beaucoup de difficultés à convertir une terre agricole en zone humide parce qu'elle me rapporte à travers les cultures. Par contre, si on imagine que cette conversion en zone humide rend un service environnemental, c'est-à-dire qu'elle va rendre un service peut-être à l'agriculteur, à ses voisins, à une collectivité, il peut nous sembler légitime que ce service environnemental lui soit rémunéré, qu'il y ait un paiement pour ça. Et c'est peut-être tout l'enjeu de demain de mettre en place ces paiements pour services environnementaux pour différents types d'aménagements. Et puis la troisième chose, en fait, quand on regarde au jour d'aujourd'hui nos cours d'eau après une très forte pluie, ils sont d'une couleur marron, nos cours d'eau. On sent bien que l'eau ruisselle ou est drainée de façon très rapide. Or, tout ce qui est en suspension et qui donne cette couleur, c'est une grande partie de la richesse des terres. Quand on met en place une culture pérenne pendant en fait, ces périodes de forte pluie, la pluie est ralentie
et puis elle suit le chemin des racines. Et donc elle va avoir tendance à s'infiltrer. Et c'est en fait un cercle bénéfique, parce que derrière, ces racines vont être conservées par un certain type d'agriculture, de pratique, et les plantes que l'on va cultiver après avoir supprimé cette culture intermédiaire vont aussi en fait suivre le chemin des racines des cultures précédentes. Elles vont aller plus profondément chercher l'eau. Et en période estivale, une terre qui retient mieux l'eau grâce au fait qu'elle a accumulé de la matière organique et des racines qui vont la chercher plus loin et plus profondément, ça permet à la culture de mieux résister en fait à la sécheresse. Mais c'est un travail de longue haleine. Pour commencer à avoir les premiers effets bénéfiques, il faut 5 ans. Donc il faut vraiment une transition, il faut aider les agriculteurs pendant cette période-là. Et puis pour installer le système dans la durée, il faut 10 à 15 ans. Donc si on fait cette transformation aujourd'hui, on en verra les bénéfices entre 2040 et 2050 pour un agriculteur. Donc il faut voir le temps long aussi. Il faut vraiment se projeter sur un temps long. Merci. Je voulais revenir sur... D'abord vous féliciter, monsieur le directeur du bassin. Merci tous, bien sûr. Et on a parlé du temps long. Et je remercie monsieur Juillard d'avoir évoqué le jumeau numérique. Parce que là, on va être dans un temps court. Et aujourd'hui, il y a un article dans les Échos sur le jumeau numérique pour les villes et les inondations. Et il y a un projet qui a été élaboré par Centrale Mines et Dassault Systèmes qui est tout à fait en place. Et à Angers, c'est en place. Et ils ont pu. Il y a eu une inondation en janvier, une grosse crue de la mer. Et donc, avec 72 heures d'avance, ils ont pu prévoir et calculer exactement les évolutions. Donc, la ville de Saclay a fait la même chose. Et la notion de jumeau numérique m'est chère parce qu'ici, il y a 2 ans, on a développé le jumeau numérique médicalement avec les IRM7 Tesla, l'équipe de chercheurs du CNRS de Poitiers. Et donc, pour en revenir à l'eau, on se rendait compte que le problème du jumeau numérique, c'était le fait qu'il soit statique. On fait, mais si on change le quartier ou si on change les rues, il faut changer complètement le modèle. Mais grâce à l'intelligence artificielle, on peut immédiatement arriver à modifier les données de manière à ce qu'elles soient toujours objectives. Alors, je sais que pour Régis Group, vous aimez bien donner aux communautés de communes des logiciels qui vont leur permettre de suivre. C'est apprécié. Alors, est-ce que vous êtes sur le coup, ou en tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir parlé de ça. Et on n'en avait pas évoqué à la Visio Teams parce qu'il n'y avait pas grand-chose de sorti. Donc, à vous. Oui, mais là, par contre, c'est un vrai sujet d'avenir. En effet, c'est que aujourd'hui, on a les capacités de calcul pour pouvoir modéliser des infrastructures anthropiques, donc des villes, mais aussi des infrastructures naturelles, comme par exemple une zone humide. Et on arrive à voir en fait l'importance d'une zone humide dans le fonctionnement d'un bassin versant à tous les niveaux. Et de plus en plus, on développe. Alors, c'est les Nord-Américains beaucoup qui font ça. Ils développent des jumeaux numériques à l'échelle de rivières, de l'estuaire du Saint-Laurent. Et en France, là, récemment, on développe le jumeau numérique de l'estuaire de la Gironde. Et l'intérêt de ces outils-là, c'est aussi de voir qu'est-ce qui va se passer avec l'impact du dérèglement climatique en réalité. Parce qu'on est en plein questionnement. Typiquement, l'estuaire de la Gironde, c'est un poumon économique local parce qu'il y a tous les ports de Bordeaux qui sont le long de l'estuaire. Il y a la centrale nucléaire du Blayais. Et on voit avec le jumeau numérique, par exemple, que le dérèglement climatique va mettre à mal toute cette économie-là assez récemment, dans les 10, 20, 30 prochaines années. Donc ça permet de voir qu'il va falloir peut-être déplacer une partie de la centrale nucléaire, que les ports de Bordeaux qui sont sur le long d'estuaire, il y a un certain nombre qu'il va falloir abandonner pour en créer d'autres, etc. Donc c'est ça l'intérêt des jumeaux numériques. Mais alors le problème qu'il y a, moi personnellement, c'est qu'à chaque fois, c'est pour des raisons purement économiques quand même. On a quand même des visions stratégiques de business tout le temps. Et alors que ça pourrait être déployé aussi pour essayer de préserver les zones humides en bord de l'estuaire ou par exemple la qualité de l'eau
qui se dégrade aussi lié à la température et aux bouchons vaseux de l'estuaire. C'est plutôt à chaque fois comment on va faire pour prolonger l'activité économique des ports, comment on va faire pour continuer à faire du nucléaire à la centrale du Blayais, etc. Donc voilà, c'est pour ça. Et bon, le risque, c'est que nous, ce qu'on voit, c'est que ça nécessite beaucoup de données, beaucoup de calculs, beaucoup de data. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que le vrai risque qu'il y a, et je pense que le gouvernement français en a conscience, c'est que les GAFA prennent le contrôle de ça. Et c'est pour ça que nous, on a gagné le jumeau numérique de l'estuaire de la Gironde face à Google. Mais on n'aurait pas dû le gagner parce qu'on était beaucoup plus cher qu'eux, mais ils ne voulaient pas donner cette information-là à des Américains. Parce que derrière, eux, ils auront encore moins la vision protection des zones humides que nous. En ce moment. Alors, donc c'est un vrai enjeu, en tout cas. À Migné-aux-Anses, vous avez un jumeau numérique là-bas, dans la vallée de Migné-aux-Anses. Pardon, monsieur, je plaisante un peu. Allez-y, posez votre question. Alors moi, c'est pas Migné-aux-Anses, c'est Mignalou. Ah oui, c'est Mignalou-Beauvoir, pardon. Non, je ne sais pas au niveau du numérique qu'on en est, mais je voudrais revenir sur les propos de M. Reynard, là. Donc, très bien de vouloir changer nos agriculteurs, nos industriels de la terre, parce que c'est quand même l'Europe et les subventions qui les ont incités à arracher des haies et à avoir maintenant des terres qui sont des terres stériles, où il n'y a même plus un ver de terre, quoi. Alors, il y a du boulot à faire pour les convaincre maintenant de faire l'inverse, c'est-à-dire de rendre des terres fertiles, d'avoir des zones humides et de replanter des haies en quantité. Et là, on parlait tout à l'heure des risques. Donc il y a des aides pour avoir des risques au niveau de l'habitat. Mais moi, si je reprends toujours mon exemple de la vallée des Touches, le problème de l'inondation, il vient bien en aval. Donc il y a du travail à refaire en amont, et puis aussi en aval, pour remettre des haies en état et éviter qu'il y ait des écoulements d'eau, c'est important. Je voudrais rajouter que pour la vallée des Touches, au bout de la vallée des Touches, le ruisseau, enfin la rivière souterraine, elle va sur le captage de Montamisé. Et quand il a été question de la déviation de Mignalou, enfin, cette fameuse voie express dans Poitiers-Limoges, il y avait un neurogéologue poitevin qui a fait des études et disait que si un camion de produits chimiques se renversait au niveau de Carrefour de la vallée des Touches, en une demi-heure, le captage de Sarzec était pollué. Ah oui, parce qu'on est en zone karstique complètement. Oui, pardon. Donc oui, il y a du boulot et on y travaille tous les jours. Alors, je voulais juste, en complément de la réponse qui était apportée sur les modèles numériques, vous signaler qu'il y a quand même des enjeux en termes de perte de souveraineté, et pas seulement géopolitique. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple très concret, les PPRI sont en cours donc soit de l'installation, soit de renouvellement. Et donc, c'est un travail qui est fait par l'État, qui, du coup, consulte les personnes publiques associées, qui sont en général les collectivités, le PTB, enfin, toutes les administrations qui ont à émettre un avis. Et Grand Poitiers et un certain nombre de communes ont émis un avis négatif sur le projet de PPRI, en grande partie parce qu'aujourd'hui, l'État s'appuie sur un modèle numérique de terrain et donc a produit une nouvelle cartographie à partir d'un certain nombre d'éléments sur lesquels nous avons décelé 350 erreurs sur le plan et pour lesquelles on n'a pas d'explication en retour. Ou en tout cas, on n'a pas toujours la capacité à comprendre. C'est pas forcément des erreurs, c'est-à-dire que ça peut être le résultat d'une modélisation qui est justifiée. Mais sauf que aujourd'hui, quand on utilise, et on pourrait évoquer ces sujets-là sur un sujet que je connais bien aussi, qui est les questions des modèles énergétiques, par exemple, où en fait on a des instruments qui deviennent des boîtes noires, qui produisent des résultats que plus personne n'est capable d'expliquer. Et du coup, ça pose vraiment de grandes difficultés sur la capacité à maintenir une compréhension des phénomènes ou éventuellement même d'ajuster certains choix qui sont faits, qui doivent pouvoir être éclairés et compris par l'ensemble des acteurs du territoire. Donc attention, oui, la modélisation peut être un outil puissant. Au service de qui ? Ça, c'est une vraie question. Et puis ensuite, jusqu'où en a-t-on la maîtrise ? Et là, on voit déjà aujourd'hui très concrètement que un certain nombre de choses commencent à nous échapper et je ne pense pas que ce soit complètement une bonne nouvelle. Ah oui, bon, c'est un autre débat.
Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Mon collègue Mohamed Tabni. Oui, bonsoir. Mohamed Tabni, donc, membre du Conseil de développement Grand Poitiers et Acclimatera. J'ai une question par rapport à... De conférence université, quand même. Oui, de Poitiers. Alors, à M. Fabien Blaise, par rapport à l'animation du PAPI, Vienne, donc il est sur les 2 segments, hein, Vienne, Clin et Aval. Par rapport à la culture du risque, qu'est-ce qui se fait concrètement auprès des habitants et des municipalités? Et une deuxième question, c'est par rapport au portail DRIAS-O. Est-ce que ça peut vous apporter, parce qu'il y a des modèles de simulation, il y a un accès aux données, et c'est par rapport à la réflexion sur l'impact du changement climatique en termes d'événements extrêmes et de révision des cotes d'inondation par rapport à des événements futurs, comme cela a été fait pour la submersion côtière suite à Xynthia. On a mis Xynthia plus 20 et puis Xynthia plus 60 à l'horizon 2100. Est-ce qu'il y a une réflexion par rapport au PAPI et à cette prévention des inondations sur toute la vallée du Clin? Alors, Mohamed, pour que le public comprenne DRIAS-O, tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est. Alors c'est un portail RIASS. Voilà, explique, oui, c'est Météo France qui a mis en place des projections jusqu'en 2100 sur l'évolution du climat en termes de température et en termes de précipitation, d'une part, et l'impact qu'il y a sur les régimes hydrauliques, des cours d'eau et hydrogéologiques des nappes. Voilà. Donc la question, c'est est-ce que quelque part on regarde ça pour tenir compte des inondations à venir? Sur cette question-là, puis après je reviendrai sur la partie culture du risque. En fait, dans le cadre du PAPI Vienne-Clin, on a déjà fait un diagnostic préalablement à la détermination des actions pour savoir de quoi on parle. Et donc, on a caractérisé l'aléa inondation par débordement de cours d'eau selon 3 enveloppes de crues. On connaît en fait l'aléa d'une crue fréquente, donc de retour 10 ou 20 ans, ça dépend. On connaît l'aléa moyen, donc d'une crue dite centenale, hein, donc une chance sur 100 de se produire tous les ans. Et on a aussi un aléa, on a la connaissance d'un aléa extrême, donc de type millénal. Donc on a quand même cette connaissance-là, c'est intégré dans nos réflexions. Après, l'aléa millénal... Chauvigny n'existe plus, là. Comment ? Chauvigny n'existe plus, là. Il y a beaucoup de personnes concernées, en tout cas, ça c'est sûr. Si, la ville haute. Mais effectivement, quand on regarde sur la Vésubie ou dans le sud-est de la France, on était sur des aléas de type millénal, hein, extrême. Donc, par des cellules orageuses qui se sont déplacées, une convergence de précipitations importantes, et on est sur ce type d'événement extrême. Donc, on a quand même cette connaissance-là sur le territoire. Après, c'est vrai que pour le déploiement des actions, et notamment les fonds Barnier, les financements, ils sont adossés en fait à la crue moyenne, qui est la crue centenale. Parce qu'effectivement, derrière, ça poserait des problèmes budgétaires, en fait, si on devait financer sur toute la France les sinistrés ou des actions de prévention sur du millénal, ça risquerait d'être un peu compliqué en termes de financement. Donc on a quand même cette connaissance-là sur le diagnostic, en fait. Après, votre autre question, ça concernait la culture du risque. Alors, donc le PAPI Vienne-Clin, hein, le programme d'action de prévention des inondations, c'est 37 actions qui regroupent plusieurs porteurs de projets, dont Grand Poitiers, dont le PTB Vienne notamment, mais des syndicats de rivière également. 37 actions sur 6 ans, donc il a démarré fin 2023, il va jusqu'à fin 2029. C'est 6,4 millions d'euros. Et sur ces 37 actions, l'axe de travail qui est le plus fourni, c'est l'axe de la culture du risque et de la conscience du risque au risque inondation. Parce qu'on sait que, de toute façon, pour avoir une action efficace, ça commence par ça. C'est que chacun ait conscience du niveau d'aléa, de son niveau d'exposition au risque d'inondation. Donc, quelles sont les actions, la typologie des actions qui sont prévues dans cet axe-là? On a l'implantation de repères de crues. Donc, on travaille sur le recensement des événements passés, donc les anciennes traces d'inondation
sur les maisons qui sont faites à la craie ou des entailles dans les murs qui ont tendance à s'effacer au gré des ravalements de façade, par exemple, ou autres. Destruction de bâtiments aussi, d'ailleurs. Alors que ça fait pas partie du patrimoine de la commune. Donc nous, notre travail, et on le fait en lien avec les communes, notamment prioritaires comme Poitiers, on recense ces anciennes traces d'inondation et on les matérialise, pas toutes, mais on les matérialise par des macarons, des macarons, des ronds, avec un disque en fonte, qui permettent de symboliser le niveau atteint par les eaux, par exemple, de 1982 sur Poitiers. Donc là, par exemple, sur Poitiers, puisqu'on est sur Poitiers, on a travaillé avec les services de Karim pour identifier une quinzaine de sites qui jalonnent le Clin dans sa traversée de Poitiers, où des repères de crues vont être implantés sur des totems. Et ça permet de développer en fait de la pédagogie aussi bien pour la population mais aussi pour le grand public. Et puis ça c'est une action qui permet d'illustrer, c'est une action phare un peu d'ailleurs qu'on trouve dans tous les papys de France. On a d'autres actions, notamment tout à l'heure on parlait donc des compétences communales. Puisque effectivement le premier responsable en période de crise, ça reste quand même le maire de la commune, notamment avec l'activation du plan communal de sauvegarde ou les documents d'information communaux sur les risques majeurs, qui permet de donner cette information aux habitants sur quels risques sont présents sur la commune. Et là, on travaille au niveau de l'EPTB à réaliser en fait ces documents d'information communaux sur les risques majeurs, les 10 crimes, pour plusieurs communes du territoire. Et puis il y a tout un ensemble d'actions qui sont menées d'éducation à l'environnement, qui sont menées avec les centres permanents d'initiative à l'environnement, les CPUE Seuil du Poitou et Val de Gartempe, donc avec qui on travaille pour réaliser des ateliers pédagogiques avec les scolaires pour les classes de CM1, CM2, parce que ça fait partie du cursus en fait. Le thème de l'eau, c'est CM1, CM2, et donc il y a des ateliers qui sont développés par le CPE auprès de ces scolaires-là sur 2 demi-journées, un temps en salle, un temps sur le terrain. Où ce qui est intéressant, c'est sur le terrain, ils peuvent aller voir justement les repères de crues qui sont implantés sur le territoire. Voilà, il y a plusieurs actions qui sont menées et qui sont reliées les uns aux autres. Donc c'est bien en fait la combinaison de l'ensemble de ces actions qui permettent d'avoir une cohérence et une efficacité dans la réduction du risque d'inondation. On a parlé de la réduction de la vulnérabilité. Il y a les aspects culture du risque, connaissance. Il y a la gestion des écoulements, la surveillance et la prévision des crues. Tout ça, c'est tous les ingrédients qu'on retrouve en fait dans le papy Viette-Clin, qui permettent d'avoir en fait une action coordonnée sur le territoire et d'essayer justement de mieux appréhender cette problématique-là qui est le risque d'inondation. Ok, écoutez, merci. Ça sera une très bonne conclusion. Je vous incite à aller voir les sites de l'EPTB, les sites du Grand Poitiers concernant les inondations, notamment, bien sûr. Merci à tous et bonne soirée, mais bonne nuit, quoi. Et à jeudi, pour ceux qui sont intéressés par les baignades en rivière. Merci. Oui, alors, je vais une deuxième conclusion après Bernard Legube. C'est pour vous remercier de votre présence, évidemment, pour remercier les participants qui ont encore complété ce qui s'était dit au Reuse. Donc, je crois que l'eau, on va faire le petit cycle, le grand cycle. On va être comme les CM1, CM2. On va commencer à mieux maîtriser. Fabien Blaise avec le PTB, nous a prêté une expo. Et si vous allez au Cordelier faire du shopping, ne manquez pas de vous arrêter sur les photos qui sont la Vienne, mais en préparation, le Clin. Donc, demain, encore des choses à faire sur l'eau. Visite à 14h30 de l'usine d'eau potable de Belgeoine par l'ingénieur responsable. Jeudi, visite de la STEP de La Folie, 150 000 équivalents habitants, une grosse structure. On a vu avec les nouvelles directives qu'il va falloir qu'elles encore s'investissent dans des nouveaux traitements. On aura aussi donc jeudi la conférence sur eau de baignade avec Laurent Moulin, le responsable
Haute-Paris, qui va nous expliquer tout le travail qu'il a fait qui a été fait, entre autres avec les bureaux d'études, pour rendre la Seine nageable pour Madame Hidalgo et Madame Castera. Voilà, et on aura sûrement des élus des municipalités, l'appui dont on a parlé, et Beaumont-Saint-Cyr pour le lac de Saint-Cyr. Voilà, merci à vous et puis à bientôt.